de mon entreprise dans l'optique de se questionner, de montrer en quoi la prévention peut être un axe de progrès pour l'entreprise, à savoir sur différents enjeux que je vous présenterai un petit peu après. Il a été organisé par donc, deux CARSAT, CARSAT Rhône-Alpes et CARSAT Auvergne, par l'OPCO Mobilité, par l'AFT, Aftral et Abeskill. Et puis on aura un témoignage d'une entreprise. Donc je laisserai vous le découvrir au fur et à mesure de la présentation. Hop, Donc les partenaires, je viens de les citer. La CARSAT, pour le présenter très brièvement, c'est donc la Caisse d'assurance retraite et de santé au travail, dans lequel il va y avoir une partie retraite, et puis une partie maladie, et puis une partie maladie assurance risque professionnel sur lequel on va gérer la tarification et la prévention des accidents du travail, des maladies professionnelles. Aujourd'hui, moi, je représente la partie prévention. Et très brièvement, on va accompagner les entreprises dans cette démarche de prévention au travers de différentes actions que je ne vais pas vous présenter là, mais si jamais vous voulez plus d'informations, vous aurez mes coordonnées dans le support de présentation qui vous sera fourni ultérieurement. Alors, je passe la main peut-être à l'AFT pour présenter l'organisme. Oui, bonjour. L'AFT, c'est une association hyper spécialisée dans l'emploi, transport et logistique. Je vais parler brièvement de nos missions qui sont assez diverses. On a des missions de valorisation des métiers, d'accompagnement des entreprises autour des questions RH, comme la marque employeur, la prévention, l'égalité professionnelle. On a également un département d'ingénierie pédagogique et on a également un observatoire qui réalise des rapports annuels, rapports nationaux et rapports régionaux sur vraiment l'étude du secteur transport logistique, ses problématiques et la prospective des besoins en emploi sur les 3 années à venir. Et justement, je vous montrerai tout à l'heure des chiffres liés justement à cet observatoire. On a d'autres missions, mais ça n'est pas forcément en lien avec ce webinaire d'aujourd'hui. Mais voilà, brièvement, ce qu'est l'AFT. Et du coup, l'OPCO Mobilité, peut-être ? Bonjour, alors OPCO Mobilité, c'est l'opérateur de compétences des métiers de la mobilité. Donc nous sommes mandatés par les branches professionnelles, par 20 branches professionnelles et la RATP, pour accompagner et appuyer les politiques de formation et de montée en compétences des entreprises de ces branches professionnelles. On est également là pour aider au financement justement des formations qui peuvent être déclinées dans vos entreprises. Et puis, on vous en parlera un petit peu plus tard. On est aussi outillé pour venir diagnostiquer et vous accompagner éventuellement dans vos dispositifs de prévention. Et je vais passer le relais donc, à l'Aftral. Bonjour à tous, Patrick Fournier. Donc l'Aftral, c'est le centre de formation de transport et logistique de la branche. L'Aftral forme au métier du transport marchandises, voyageurs, aussi à la logistique, du CAP au Bac+5 sur toute la France et dans tous les départements. Voilà. Et nous avons une activité aujourd'hui, donc je suis là pour présenter toute la partie santé, sécurité et prévention des risques en général. Voilà. Et enfin, je passe le relais à Abeskill. Donc, Lauriane Cobet, je suis consultante pour l'organisme de formation Abeskill qui accompagne effectivement les entreprises sur différents volets, sur la partie audit diagnostic, formation et également suivi et accompagnement sur des modules de formation autour de la prévention des risques dans le transport de marchandises, transport de voyageurs, mais également sur d'autres thématiques qui sont RH, management et le pôle de vente sur toute la France.
Ok, merci à tous et toutes. Donc, je fais dérouler les diapos. Donc, le support, comme je vous l'ai dit, de présentation, il vous sera fourni après le webinaire. Vous allez retrouver les adresses mail de chacun des intervenants, ce qui vous permettra de les contacter au besoin. Et puis ensuite, nous, en fait, on garde le lien ensemble et s'il y a des questions auxquelles on n'est pas en capacité de répondre, ben, on se remobilise pour contacter les bons interlocuteurs. Donc le webinaire va se dérouler de la façon suivante. En fait, donc on va présenter les enjeux de la profession, ensuite les enjeux de la prévention et la démarche de prévention. Il y aura le cœur de la présentation, en fait, consiste à présenter, à détailler le dispositif de formation associé à cette démarche de prévention et un témoignage de l'entreprise. À l'issue du témoignage d'entreprise, on va ouvrir vos micros. Pour l'instant, vos micros, vos caméras sont fermées. Ce que je vous invite à faire, si vous avez des réactions, c'est à les noter dans le fil de conversation. On en prendra note et puis on tâchera d'y répondre, soit directement dans le fil, soit au moment des échanges. Alors là il n'est pas noté, mais on va ouvrir un moment d'échange juste après le témoignage. Après ce moment d'échange, on va échanger sur le financement, présenter les différents types de financement. Ensuite, on va ouvrir sur d'autres types d'outils que le dispositif de formation et puis d'autres types d'accompagnement, les accompagnements de consultants, et puis on va réouvrir à des échanges à la fin. Je vais me faire le garant du temps. Donc, on a prévu de finir à 11h30. Donc, je m'engage à finir à 11h30. On laissera ouvert pour ceux qui ont envie de continuer à échanger jusqu'à midi à peu près. Et bon, il n'y a pas d'obligation, hein. Si jamais il y a encore une volonté d'échange, nous, on s'est donné du temps pour, mais le webinaire dure jusqu'à 11h30. Pour les enjeux de la profession, je vais repasser la main à l'AFT. Oui, du coup, alors je vais pas donner énormément de chiffres, mais il y a quand même quelques chiffres qui sont révélateurs de la situation à l'heure d'aujourd'hui du secteur transport et logistique. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, ces chiffres-là sont basés sur notre observatoire qui s'appelle l'OPTL, Observatoire prospectif des métiers et des qualifications dans le transport et la logistique. Ces chiffres-là font référence au 31 décembre 2020. Donc, au 31 décembre 2020, on compte plus de 94 000 salariés et plus de 5 000 établissements avec salariés. Et nous pouvons constater que depuis 2014, la branche est restée dynamique, et ce, malgré la crise sanitaire. Les effectifs n'ont fait que évoluer positivement, et en dépit, j'ai envie de dire, des difficultés rencontrées par les entreprises de la branche, les derniers chiffres de l'URSSAF ont indiqué que les effectifs salariés de la branche ont progressé. Alors en 2020, de façon un petit peu plus moindre, voilà, plus faible. En 2020, les effectifs ont progressé de 0,4% et à contrario, en 2019, ils avaient progressé de 2,7%. Mais globalement, les emplois de la branche ont mieux résisté sur la période notamment de la crise sanitaire, ont mieux résisté que ceux du reste de l'économie qui, sur la même période, ont diminué de 1,7% à cause de la crise Covid-19. Émilie, veux-tu rajouter quelque chose? Oui, alors l'idée, c'est bien sûr de mettre ça en perspective des enjeux de santé et sécurité au travail, hein. On voit que la demande croissante de main-d'œuvre est associée à une charge de travail croissante aussi. Forcément, ça fait écho avec des difficultés qu'on voit aujourd'hui dans les entreprises sur la question des accidents du travail. Quand on a des accidents du travail, ça impacte l'organisation, les équipes. Et effectivement, aujourd'hui, associer une démarche de santé et sécurité dans une perspective où on a une charge et une demande de main-d'œuvre croissante, il y a des enjeux qui se croisent et c'est l'intérêt après qu'on puisse développer les enjeux de la prévention avec Nicolas. Oui. Donc du coup, là, je n'ai pas fait défiler vos diapos. Peut-être vous les commentez, non? Là,
sur les Oui, âges. ça y est, voilà, ça y est, on le voit, le départ. Enfin, Ce qu'on peut vraiment la voir sur ce graphique-là, c'est la problématique, j'ai envie de dire, du renouvellement des salariés. Les salariés vieillissent et là, vraiment, sur ce graphique-là, on peut se rendre compte que la situation est de plus en plus préoccupante par rapport à 10 ans. Voilà. En 2010, les moins de 45 ans représentaient 41%. Et malheureusement, 10 ans plus tard, en 2020, ils ne représentent que 32%. Donc, c'est vrai que l'OPTL a beaucoup alerté depuis plusieurs années maintenant sur le vieillissement de la population et la pénurie de main-d'œuvre. Mais on se rend compte vraiment que c'est de pire en pire, année après année. Oui, vas-y, Émilie. Je complète, Cécile. L'intérêt aujourd'hui d'engager une démarche de prévention, c'est aussi d'accompagner au mieux les conditions de travail pour ces salariés vieillissants qui, on le sait, peuvent avoir des problématiques de santé liées à l'âge et liées à l'usure professionnelle. Et les maintenir en poste jusqu'à la fin de leur carrière, c'est bien sûr prendre en compte l'amélioration des conditions de travail pour on le verra, notamment des questions de manutention manuelle qui aujourd'hui se caractérisent par des problématiques de dos et d'épaule ou de TMS, de troubles musculo-squelettiques. Donc cet enjeu vieillissement et santé au travail est d'autant plus prégnante que il faut anticiper ces départs qui pourraient arriver même avant l'âge de la retraite. Et si on fait un petit focus vraiment sur les problématiques en transport de marchandises. Alors, transport de marchandises, c'est vraiment là un graphique sur l'activité marchandise. Donc, il y a également le déménagement, il y a également d'autres secteurs que pur transport de marchandises. On compte à peu près autant de salariés de moins de 45 ans que de salariés de plus de 45 ans. Et les plus de 50 ans représentent 38% des salariés. Donc, ce chiffre révèle vraiment les départs à la retraite théoriques potentiels dans les 10 à 12, allez voir 13 ans avec la réforme des retraites, 13 ans à venir. Et en plus de ça, les moins de 30 ans sont 3 fois moins nombreux que les plus de 50 ans. Donc, quand on croise vraiment ces deux chiffres-là, on montre vraiment la pénurie de main-d'œuvre, que le transport de marchandises et, si on globalise, que le transport et la logistique rencontrent année après année. Et à l'opposé, on voit vraiment que les jeunes viennent peu. Ils représentent que seulement 5% des effectifs. Et en plus, les jeunes sont majoritairement des hommes. Et si on parle au niveau du chiffre des femmes, donc on voit 21% des salariés sont des femmes. Et si on fait vraiment des focus, elles sont de toute façon peu nombreuses sur la conduite en transport de marchandises où elles ne représentent que 4%. Et ces chiffres-là n'ont pas évolué depuis plus de 10 ans. Souvent, on entend les femmes viennent plus dans le transport. Et au final, pas tant que ça. On est passé en 10 ans de 19% à 21% de femmes dans le transport et la logistique. C'est aussi du fait peut-être de certaines représentations que peuvent avoir les femmes elles-mêmes sur les contraintes liées au métier du transport de marchandises, à ce monde d'hommes et à ces activités dans le transport de marchandises où on peut avoir effectivement des situations de manutention, de déchargement, de travail sur des zones à forte de charge physique. Là encore, on le voit, l'enjeu de prévention des conditions de travail, d'amélioration des conditions de travail, c'est réduire la charge physique. Si on se concentre sur cette notion de capacité physique qui peut être un frein pour les femmes, travailler à terme sur l'amélioration des conditions de travail, c'est aussi penser l'adaptation, entre guillemets, de postes pour des femmes qui ont des capacités physiques parfois et moindres que certains hommes. Au niveau de l'aptitude
L'inaptitude médicale au travail, juste un petit topo, c'est qu'elle peut être prononcée par le médecin du travail lorsque l'état de santé, physique ou mental, du salarié est devenu incompatible avec le poste qu'il occupe. En 2020, il y a 0,7% des salariés de la branche qui ont fait l'objet d'une déclaration d'inaptitude. En 2019, ils étaient 1,3%. Et seule la famille professionnelle conduite présente un taux d'inaptitude supérieur à celui du reste de la branche, donc 0,8. Et dans les autres familles professionnelles, le taux d'inaptitude est de 0,5%. Donc en 2020, la majorité des familles professionnelles, on va dire, ont un taux d'inaptitude inférieur à celui de 2019. Et la baisse est la plus marquée justement dans le transport de marchandises. Émilie ? Oui, pour avoir aussi échangé avec pour travailler avec des médecins de santé au travail, hein, en tout cas pour beaucoup, ils nous disent que globalement le transport, en tout cas dans la région Bretagne, hein, puisque c'est là où j'ai fait le plus d'enquêtes avec les médecins, le transport arrive en deuxième position après l'aide à domicile. Clairement, aujourd'hui, ils ont des difficultés hein, à mettre en place avec les entreprises des adaptations de postes, donc forcément, s'il n'y a pas de solution d'adaptation, on va vers des inaptitudes du fait de la main-d'œuvre en tension dans ce secteur. Aujourd'hui, mettre en inaptitude un salarié, ça signifie en recruter un autre. Quand on a un conducteur qui est là depuis des années, en qui on a confiance et qui connaît bien le métier, des fois, pour le remplacer, c'est 2 fois plus de temps, 2 fois plus d'énergie et pas la sécurité de trouver quelqu'un qui correspond exactement à ce poste. Donc, les investissements qui peuvent être mis en place dans les adaptations de poste, pour certains médecins, ça se résume parfois juste à un transport électrique. En tout cas, eux, ils disent qu'il y a beaucoup de situations où l'adaptation peut être assez simple. Et on voit qu'il y a une méconnaissance des mécanismes de financement autour des personnes handicapées. Donc, on en reviendra un petit peu, on en reparlera un petit peu après, mais il y a des choses à faire. Il y a vraiment des marges de manœuvre à exploiter autour de ces problématiques d'inaptitude. Ok, merci. Merci beaucoup. Du coup, je fais le lien, là, je repars un peu sur votre profession pour faire le lien entre les enjeux de la profession et les enjeux de la prévention. Donc, pour synthétiser de la façon dont moi je le comprends, il y a des enjeux de santé, évidemment, mais il y a des enjeux d'attractivité du métier, des enjeux de renouvellement des salariés, on va l'appeler comme ça, et des enjeux de représentation du métier, des enjeux d'image aussi, enjeux de fidélisation. Enfin, il y a pas mal d'enjeux issus pour le métier, pour la profession. Pour parler des enjeux de la prévention, là, je vous mets juste quelques chiffres qui parlent d'eux-mêmes. 2 500 000 journées perdues par an sur la profession, hein, ça me semble assez énorme. En termes de typologie d'accidents, on peut aussi se dire que finalement 9 accidents sur 10 ont lieu véhicule à l'arrêt, donc les accidents n'ont pas forcément lieu sur route, mais plutôt sur des zones, on va le voir après, mais de chargement, de déchargement. Voilà, donc c'est quelques chiffres qui sont toujours bons à prendre, vous pouvez les retrouver sur le site de l'INRS. Si on veut vraiment parler des enjeux de la prévention, on va les répertorier sur 5 catégories. J'en rajouterai une après, mais qui peut s'englober dans une des catégories. On a des enjeux réglementaires, bien évidemment. Hein, c'est l'obligation de l'employeur de préserver la santé physique et morale des salariés. On a des enjeux de santé, puisqu'on parle de santé au travail, donc, qui sont liés directement au métier de la prévention. Et puis, on a des enjeux qu'on va dire connexes, alors qui sont liés à la prévention, puisque nous, on est assurantiel, donc on est votre assurance. On va parler d'enjeux financiers, de coûts directs et de coûts indirects. Alors, à savoir que l'estimation des coûts indirects, ça dépend de la littérature, mais ça peut varier de 3 à 9 fois le coût direct. Donc là, on parle de gestion de remplacement, du temps de traitement des dossiers, du remplacement des salariés qui seraient malades, de casse de matériel, de perte de productivité, ce genre de choses, sur ces enjeux financiers indirects. On va bien évidemment parler de qualité.
puisque si on doit remplacer, si on n'arrive pas à tenir les délais, là c'est toute la qualité qui en prend un coup. Et puis des enjeux humains, des enjeux RH. On a parlé de vieillissement de la population, de fidélisation, d'attractivité du métier. En fait, au milieu de tout ça, on retrouve des enjeux de prévention. Alors, le sixième dont je vous parlais, ça va être des enjeux de performance, en fait. Et du coup, les enjeux de performance, on les retrouve aussi au milieu. Donc, quand on parle de prévention, on peut aussi associer l'idée de performance. Et plus on va être proactif en prévention, plus on va se donner des chances d'avoir une entreprise performante. Alors, je passe très rapidement, je détaille pas. Et pour l'associer, donc se dire comment passer d'une vision de coût, donc on a parlé de restriction d'aptitude, de hausse de l'absentéisme, de baisse de productivité, turnover, etc. Comment passer d'une vision où ça nous coûte quelque chose à quelque chose qui va nous rapporter finalement, d'avoir une meilleure santé au travail, une meilleure qualité de vie, une performance globale améliorée. Pour passer de l'un à l'autre, on va parler de démarche de prévention. Et la démarche de prévention, moi je vais avoir une double vision. Je vais vous présenter une double vision, c'est une vision linéaire qui va être en fait au début, c'est-à-dire comment on fait quand on démarre de rien, et puis ensuite une vision circulaire. Je vais vous présenter un peu ces deux visions très très rapidement, vous les retrouverez après quand on vous fournira le support de présentation. Donc au tout début, on va déjà avoir un besoin d'engagement de la direction en direction d'une prévention active et proactive. Donc pour ça, il faut faire un état des lieux à l'aide d'outils que je ne détaille pas. Il faut définir une politique de santé et sécurité au travail, d'organiser les acteurs qui vont tourner autour de la prévention. Et puis ensuite, une fois qu'on a fait tout ça, on va commencer à identifier les dangers, et puis les hiérarchiser, donner des priorités, puis planifier des actions de mise en œuvre, et puis suivre les indicateurs. Et quand on en arrive là, en fait, là, on commence à rentrer dans une vision circulaire, en fait, parce qu'on a mis en place les choses qui vont bien, enfin, qui sont censées aller bien. Ça peut prendre du temps. Et une fois qu'on rentre dans un mécanisme circulaire, on arrive à ce genre de schéma, en fait, où on a une direction qui va être source d'engagement et qui est centre décisionnaire, en fait, donc qui vont prendre des décisions en faveur de la prévention. Donc on a quelque chose qui descend, qui va traduire à la fois de l'engagement et des actions, que ce soit au quotidien des petites actions ou des plus grosses actions via des plans d'action qui peuvent être un peu plus coûteux en énergie et puis en finance aussi, qui vont se diriger vers les salariés pour faire en sorte que les salariés puissent travailler dans les meilleures conditions possibles. Et ces salariés, en fait, eux, vont être source d'informations et source de besoins opérationnels. C'est-à-dire que c'est eux qui vont être en capacité de définir ce dont ils ont besoin pour travailler correctement. Et ces salariés sont impactés par les décisions de la direction. Et si les décisions de la direction ne sont pas en adéquation avec les besoins réels, du coup, on se trouve dans un environnement qui peut être un peu coincé. Il y a des on va dire qu'il y a du sable dans les engrenages, quoi. Et en fait, plus on a une source d'engagement forte et des actions qui sont en cohérence avec les besoins des salariés, plus les salariés vont faire remonter la bonne information qui va être digérée par la direction pour pouvoir produire et mettre en place les meilleures actions. Donc c'est un cercle vertueux de confiance qui se fait en fait. Et ce cercle vertueux, faut qu'il soit alimenté, il faut qu'il tourne, qu'il soit animé. Et pour être animé, on a besoin d'animateurs de la démarche qui vont faire remonter, qui vont aller chercher les besoins, les informations, les organiser de façon à être intelligible pour la direction, et ce qui va permettre ensuite de faire tourner cette boucle de façon vertueuse. Mais elle peut prendre du temps à démarrer, cette boucle. Et de ce qu'on observe, c'est que s'il y a une perte d'engagement de la part de la direction, il y a une perte de confiance qui se crée au niveau des salariés, puisque les actions sont plus en cohérence avec les besoins, et la remontée de terrain ne se fait plus, et du coup, on n'a plus les bonnes actions, et du coup, là, le cercle devient plus vertueux, mais au contraire, il passe dans une spirale qui n'est pas forcément intéressante. Donc voilà, après, ça, c'est la démarche de prévention. Maintenant, comment la mettre en place, cette démarche de prévention? Et c'est à ce moment-là que je passe le relais à M. Fournier de l'Astral. Merci, Nicolas.
Merci. Donc, moi, je prends la main pour vous expliquer maintenant la mise en place de la démarche, puisque je travaille au sein de l'AFTRAL en tant que formateur consultant, et j'ai en charge d'animer les formations dirigeants APTRL, et on anime aussi les formations APS. Voilà, et dans ce cadre-là, je vous expliquais un petit peu le pourquoi la démarche, comment mettre en place la démarche, et vous expliquer comment s'organisent les formations. Voilà. Donc, pourquoi la démarche? Déjà, pour engager l'entreprise dans une démarche de prévention, santé et sécurité. Donc, tout ça, vous l'avez bien compris avec les présentations précédentes. Pour former l'animateur qui sera le référent santé et sécurité. Peut-être que vous avez un référent déjà nommé, mais qui n'est pas forcément formé. Donc, peut-être que la formation animateur permettra d'amener des outils à ce référent et ce futur animateur pour travailler sur la prévention des risques en entreprise. Pour que l'animateur, du coup, quand il sera formé, puisse réaliser le diagnostic santé et sécurité au travail. Donc, santé et sécurité au travail, avec plusieurs thématiques. La première, l'analyse des AT-MP. Alors, on ne va pas analyser l'accident du travail, mais plutôt comment on met en place la politique de suivi des accidents du travail et les actions correctives qui sont mises en place derrière. Pareil pour le document unique d'évaluation des risques professionnels, il existe, il est mis en place. Est-ce qu'il vit? Est-ce qu'on s'en occupe? Est-ce qu'on l'utilise correctement? Est-ce qu'on l'utilise comme un outil? Et pas l'inverse, est-ce qu'on souvent on le subit? L'acteur santé et sécurité au travail, pareil, une thématique, santé au travail, vérification périodique, accueil des nouveaux, achat poids lourd, équipement, formation, projet de prévention. L'idée générale du diagnostic, c'est vraiment que l'animateur puisse réaliser une première fois le diagnostic pendant la formation et que ce diagnostic soit refait très régulièrement pour pouvoir coter chaque thème de 0 à 100 et du coup, avec une petite toile d'araignée à la fin, permettre de visualiser l'évolution de la santé et sécurité, de la politique santé et sécurité de l'entreprise. Voilà, mais de manière autonome. On peut venir en intervenant extérieur, venir faire ce diagnostic, mais là, vraiment, l'idée, c'est que l'entreprise devienne autonome. Ensuite, pour animer des projets de prévention des risques professionnels. Pendant la formation d'animateur prévention, on travaille sur les risques routiers, on travaille sur les risques TMS, on travaille sur les risques psychosociaux et aussi on parle de la démarche TMS Pro. TMS Pro, un exemple, on va parler des montées et descentes de cabine. Voilà. Quels projets on peut mettre en place, quels sont les outils qui existent, comment on peut travailler là-dessus. Ensuite, pour impliquer aussi les salariés dans la prévention des risques professionnels, comme le disait Nicolas, vraiment, l'idée, c'est de créer une vraie dynamique sous forme de roue, avec l'implication de tous les salariés à tous les niveaux, qu'ils soient conducteurs, caristes, exploitants, tout le monde, ou même dans les bureaux aussi, hein, pour créer une dynamique positive autour de la prévention des risques, avec une logique toute simple, c'est qu'est-ce que c'est qu'un risque déjà? Et il faut déjà définir la notion de risque à tous les niveaux dans l'entreprise. Et c'est vraiment ça qui est important. Et surtout, une fois que tout le monde a compris de quoi on parlait, comment on peut faire pour maîtriser tout ça? Et on peut maîtriser les risques, on peut travailler à maîtriser les risques en respectant les 9 principes généraux de prévention. Voilà, en s'appuyant sur ces 9 principes. Voilà, et toute cette démarche s'appuie sur ces 9 principes de prévention dans le contenu. Ensuite, c'est bon Nicolas, oui merci. Voilà, pour vous donner une idée de quel type d'entreprises ont déjà mis en place la démarche de prévention, le recul que l'on a là-dessus, 3 types d'entreprises. Alors des entreprises qui ont un effectif qui est passé en 2-3 ans de quelques dizaines de conducteurs à quelques centaines de conducteurs, sans structurer la prévention parce que ça va très vite. Ça grandit très vite et l'accélérateur Covid l'a bien prouvé, notamment avec ce qui est livraison à domicile. Mais il y a d'autres activités qui sont impactées aussi par cette augmentation de volume. Donc ça, c'est parfait. C'est quelque chose qui peut être très intéressant pour ce type de société. Les entreprises aussi qui veulent être exemplaires vis-à-vis des clients, l'image de marque, ou
même pour les appels d'offres, notamment en voyageurs. La mise en place de cette démarche va prouver que l'entreprise rentre dans quelque chose de positif vis-à-vis de la prévention des risques. Et puis aussi les entreprises qui veulent réduire leurs accidents du travail. Là, c'est le cœur de toute la prévention des risques. Les salariés, il faut qu'ils restent en bonne santé et qu'ils rentrent chez eux en bonne santé et qu'ils puissent prendre leur retraite. Là, je t'en en parlais un petit peu avant. Ils prennent leur retraite en bonne santé aussi. Voilà. Et du coup, image positive de l'entreprise, naturellement, ça va favoriser le recrutement de personnes, voire de jeunes salariés. Voilà. Ensuite, ça, Nicolas à la main, merci. Le dispositif de formation, en fait, on retrouve 3 niveaux de formation action. Je parle bien de formation action. Là-dessus, l'INRS est très clair là-dessus. Durant la formation, il y a un apport de connaissances. Comment vous dire? L'animateur va entrer en formation avec une caisse à outils vide. L'idée, c'est de lui donner des outils, mais pas que. L'idée, c'est de lui apprendre à s'en servir, de comprendre à quel moment on peut s'en servir. Certains outils ne sont pas du tout adaptés pour les entreprises. Par contre, le but, c'est vraiment qu'à la fin de la formation, un projet soit déjà établi, que la note de cadrage soit en place et que les acteurs en interne dans l'entreprise puissent travailler à mettre en place ce projet de prévention que l'on aura travaillé durant la formation. Voilà. Et donc, du coup, on a un premier niveau dirigeant. Voilà, là, c'est vraiment le coaching, c'est le dirigeant qui va coacher la démarche. L'animateur prévention, donc on l'appelle l'APTRL, animateur prévention transport routier. Je rajouterai voyageurs, marchandises, et aussi les activités logistiques. Ça fonctionne très bien. Et puis, on aura les opérateurs, les conducteurs, les caristes qui vont, à leur niveau, participer au repérage et à la maîtrise des risques. Et on peut les former à devenir APS, acteurs prévention secours. Voilà, je vais vous expliquer tout ça sur les autres slides pour vraiment que vous compreniez ce que l'on entend par ces formations, par ces termes. Alors, on retrouve 3 niveaux de formation dans 3 rôles, du moins pour chaque personne, dans la démarche de prévention. Le dirigeant aura un rôle, il va définir les enjeux de la prévention pour son entreprise. Il va définir les objectifs pour son entreprise, il va participer au choix des projets aussi. Donc, du coup, il va prioriser les actions à mener. Il va définir les moyens qui seront mis en œuvre, mais aussi il va nommer les acteurs, il va désigner les acteurs, il va pousser les acteurs à participer, qu'ils soient salariés ou animateurs, et il va définir leur rôle. Et il va leur donner les moyens, forcément les moyens en termes de temps aussi, d'outils et de compétences à travers les formations. Et le dirigeant, il a aussi un rôle, il va rédiger sa lettre d'engagement. Cette lettre d'engagement va être la preuve, cette lettre d'engagement va être diffusée à toute l'entreprise, à tous les salariés. Et cette lettre, à travers cette lettre d'engagement, le dirigeant va pouvoir montrer et prouver ce qu'il a envie de faire, le constat déjà, ce qu'il a envie de faire, comment il veut le faire, avec qui il veut le faire. Vraiment, c'est quelque chose d'important. La lettre d'engagement, c'est le point de départ de toute la démarche. Ensuite, vous retrouvez le niveau salarié animateur prévention, APTRL. Alors, lui, son rôle, ce sera d'organiser la prévention, d'animer, de coordonner la démarche de prévention dans l'entreprise, d'animer des réunions, des groupes de travail pour travailler sur des projets de prévention qui auront été définis peut-être à travers soit le document unique, soit la grille santé et sécurité, la grille digeste, lors du diagnostic santé et sécurité. Il va aussi avoir la compétence pour réaliser l'état des lieux santé et sécurité au travail, donc la grille digeste, et il aura la compétence d'observer la situation de travail. La situation de travail d'un point de vue TMS.
il aura la compétence, si vous connaissez les formations PRAP, ben, il aura cette compétence aussi d'observer grâce à une grille d'observation des situations dangereuses la situation de travail d'un salarié avec un œil et une ouverture risque TMS et une petite ouverture sur les risques psychosociaux qui peuvent être cotés et donc qui peuvent peut-être mettre en avant une problématique de ce côté-là. En troisième partie, on retrouve les salariés. Tous les salariés qui peuvent être formés acteurs prévention secours, donc APS. Le but des APS, donc, c'est vraiment, déjà, à travers la formation, ils vont apprendre ce que c'est qu'un risque, un danger, une situation dangereuse et comment maîtriser le risque. Et donc, du coup, ils vont participer au repérage et à la maîtrise du risque dans l'entreprise. Pareil, en ayant en main une grille d'observation d'une situation dangereuse, accès TMS, et ils auront la compétence pour observer leur situation de travail. Et une fois qu'elle sera observée, ils pourront proposer sur cette grille des pistes de solutions et ils remontent cette grille à l'animateur et ensemble, ils vont travailler à la recherche de solutions. Donc, ils vont travailler sur un projet de prévention en lien avec le dirigeant. L'APS a une autre compétence, il a une autre casquette, c'est-à-dire qu'il devient aussi secouriste du travail. Voilà, c'est l'équivalent SST plus PRAP, sauf qu'au lieu de le faire en 4 jours, on le fait en 3 jours. Voilà à peu près. Et tous ces acteurs vont participer à la prévention des risques dans l'entreprise. Comment se déroule tout ça? Là, on est vraiment sur du factuel, quelle durée, comment ça s'organise? Que va-t-on retrouver dans ces formations? La première formation, c'est la formation dirigeant. Donc, ça dure une journée. Une journée durant laquelle la première matinée, c'est vraiment connaissance générale, prévention, les acteurs internes, externes, les outils qui existent dans l'entreprise, à l'extérieur. L'après-midi, on est plus sur le choix de l'animateur et une grosse partie du temps réservée à la rédaction de la lettre d'engagement. Donc moi, j'accompagne le dirigeant là-dessus sur la rédaction de la lettre d'engagement. Ensuite, la PTRL. Donc la formation se déroule sur 6 journées que l'on répartit en 4+2. Pour des raisons d'organisation d'entreprise, on peut le faire aussi en 2+2+2. Sur plusieurs semaines, c'est étalé sur 1 mois et demi, à peu près 1 mois et demi, avec une intercession durant laquelle le futur animateur doit présenter quels sont les enjeux de l'entreprise, quel est le projet de prévention qui est mis en place, une note de cadrage, une grille d'observation de situations dangereuses et un recueil des faits d'un accident du travail. Voilà. Cet animateur prévention est reconnu comme préventeur par l'INRS. Son certificat PTRL est valable 36 mois. Ensuite, pour les APS, donc les APS, la formation, c'est 3 jours, répartis en 2+1. Le certificat de validité est valable 24 mois. Il est un peu plus court puisque l'APS est reconnu secouriste et donc la durée de validité est calquée sur la durée de validité du SST. Donc avec aussi une problématique de volumétrie, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit au minimum 4 et au maximum 10, comme le SST. Voilà. L'animateur prévention, durant sa formation, on va lui faire un apport de connaissances. Je lui fais un apport de connaissances avec tout ce qui est donc le diagnostic santé et sécurité, le risque TMS, le risque psychosocial, les risques routiers, la gestion de projet, l'animation de réunion aussi. Et puis déjà, c'est pas mal. Et puis la recherche de solutions. Voilà, surtout aussi la recherche de solutions. Et au bout du bout, il faut vraiment qu'il ait en tête son rôle dans la prévention, dans l'animation de la prévention dans l'entreprise, puisqu'on est bien sur une formation action. Voilà, je pense avoir tout dit. Nicolas, j'ai fini ma présentation. Si vous avez des questions, on verra ça un petit peu plus tard. Un petit peu après, ouais. Merci Patrick. Donc ce que je vous propose là, c'est de faire un échange sous forme de témoignage, donc avec Lauriane de AB Skill et puis Bruno, j'ai pas votre nom de famille, de Jackie Perrenot. Je vais vous laisser vous présenter. Je vais arrêter le diaporama, comme ça, hop, ça sera peut-être un peu plus vivant. Et puis ben voilà, à vous la main.
Bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Très bien, Bruno, merci. Comme convenu, je vous laisse vous présenter rapidement, puisque pour rappeler un petit peu le contexte, vous nous avez sollicité à Beskill pour vous accompagner du coup dans le dispositif. Et l'idée, c'est effectivement de faire un partage justement d'expérience suite au déploiement de votre formation à vous sur le module dirigeant, le module APTRL avec Wilfried, et puis également la formation des APS. C'est ça. Alors, donc je suis Bruno Salmon, je suis le directeur de l'agence de Perreno Besançon. Pour resituer à peu près le groupe, dans les grandes lignes, l'entreprise Jackie Perreno, c'est donc un transporteur spécialiste du transport routier de marchandises, dont les activités sont principalement axées sur tout ce qui est grande distribution. Chaque site est complètement indépendant les uns des autres, même si de temps en temps on travaille ensemble. Au fur et à mesure des rachats du groupe, certains sites ont gardé leur histoire et sont spécialisés, eux, sur du transport de moto, du transport de béton, de conteneurs, etc. Donc, il y a vraiment des marchés de niche. Et en ce qui concerne Besançon, en tout cas, pour finir avec le groupe, aujourd'hui, c'est un groupe qui fait à peu près 9000 personnes et on compte à peu près 5000 véhicules moteurs au niveau national. On compte à peu près 120 agences, 120 implantations sur l'Hexagone. Besançon est donc une des filiales, une des agences du groupe. Et Besançon, c'est aujourd'hui environ 160 personnes, que ce soit les personnes embauchées ou les intérimaires, peu importe. On compte une centaine de véhicules présents sur le site, que ce soit des porteurs, des tracteurs. On fonctionne en technologie gasoil et également en technologie gaz. On fait du porteur frigo, on fait de la semi-frigo, on fait du bâcher, on fait du fourgon, un petit peu toutes les activités qui peuvent se rapprocher de près ou de loin, en tout cas qui peuvent servir le transport routier. Environ 90% de mon chiffre d'affaires ou de mon activité est en lien également avec les géants de la grande distribution, quelle que soit l'enseigne. On peut faire des transports complets en camion d'entrepôt en entrepôt, mais on peut faire également de la distribution sur les supérettes, les hypermarchés, les supermarchés ou les supérettes dans les petits villages. Là où on rencontre des difficultés, effectivement, sur tout ce qui concerne la manutention manuelle, bien évidemment. Voilà pour les grandes lignes sur les activités et la maison Perreno. Okay. Merci. J'ai intégré la maison en 2018. Très rapidement, je me suis aperçu qu'en fait, on avait des indicateurs qui étaient dans le rouge, notamment sur ce qui était les accidents de travail et surtout le nombre de jours perdus dus aux accidents de travail. Quand on fait ce constat-là, on s'aperçoit également que le taux de cotisation, bien évidemment, il suit la tendance et le taux de cotisation est en train de déraper. On est passé, grosso modo, de 5, il suivait la constante, donc il évolue, il n'est pas dans le bon sens. On passe de 5,21 à plus de 6%. Donc, il était temps de reprendre les choses en main et d'engager des actions fortes, en tout cas, pour faire baisser cette tendance et revenir sur des taux accidents de travail qui reviennent à la baisse. On le constatait donc notamment sur le nombre d'accidents de travail, le nombre de cas déclarés, le nombre de jours perdus qui étaient à la dérive, mais on le constatait également sur l'aspect social, puisque de plus en plus de collaborateurs nous indiquaient qu'ils en avaient ras-le-bol, ils en avaient marre, on ne prenait pas soin d'eux, le travail est difficile, etc. Donc tout ce qui peut en découler derrière, une démotivation, des démissions, un manque d'attractivité de l'entreprise, mais aussi et principalement du site. Voilà, donc c'était tous ces indicateurs-là qui m'ont mis la puce à l'oreille à me dire il va falloir que j'entame une démarche cohérente, en tout cas à prendre le taureau par les cornes et faire quelque chose. Les choses se sont faites tout naturellement en fait avec la CARSAT, puisque c'est exactement à ce moment-là que la CARSAT Bourgogne-Franche-Comté m'a proposé d'intégrer le programme TMS Pro. Donc ça s'est fait tout naturellement et en bonne entente avec le conseiller CARSAT. Voilà pour situer le contexte. Ok, merci, merci Bruno. Alors, donc, si je comprends bien, du coup, vraiment, l'acteur externe qui vous a informé et orienté quand même sur le dispositif, c'est la CARSAT. Oui. Mais quel acteur interne, finalement, à l'entreprise a participé ensuite à la réussite de la démarche?
Alors, la démarche a été assez complète. Plusieurs sites ont eu les mêmes constats que moi au niveau Perreno. Donc, il y a d'abord une centralisation du service QHSE. Donc, ça, c'était au niveau du groupe, au niveau du siège Perreno. Bien évidemment, main dans la main avec QHSE, le service RH, toujours en centrale. Et ensuite, ici, en local, on a décliné au fur et à mesure que les actions et les formations ont été mises en avant, au fur et à mesure qu'on s'est organisé. Moi, bien évidemment, en tant que directeur de site, mon service RH local, j'ai la chance de disposer d'un formateur sur place. Donc, le formateur, bien entendu, a été sollicité. Et ensuite, on a sollicité également les conducteurs routiers, et j'ai un chef de parc qui plus tard sera devenu APS. Voilà, donc c'est vraiment une démarche qui a sollicité l'ensemble de la hiérarchie et différents services, QHSE, RH, conducteurs, formateurs. Et en termes de bilan, je dirais vraiment sur la partie réglementaire, financière, bilan humain, quel constat, quel bilan vous pourriez en faire maintenant suite à la démarche? Alors, il y a effectivement différentes thématiques à aborder. Ce qu'il faut en comprendre, c'est que c'est un engagement fort. Toute la démarche, c'est un engagement fort de la part de la direction. On passe effectivement par les formations dirigeants avec derrière la lettre d'engagement. Ça, c'est la première étape. Mais c'est une étape qui est symbolique et extrêmement forte, puisqu'elle va permettre de poser les jalons, quelque part de s'engager, je dirais, publiquement vis-à-vis des salariés, mais vis-à-vis de tous ceux qui peuvent avoir accès, puisque ça a été affiché, effectivement. Donc, on va poser des jalons de ce qu'on va mettre en place. Ça va permettre également de définir quels moyens on va mettre en place, que ce soit les moyens techniques, les moyens humains, mais aussi, dans certaines limites, les moyens financiers. Parce que derrière, il y a des actions court terme, long terme, il y a des actions plus ou moins importantes en termes d'engagement technique et financier. Donc, c'est vraiment une démarche qui est lourde à gérer dans le temps, oui, et qui est coûteuse en temps. C'est vraiment quelque chose qui est à prendre en compte. Par contre, c'est vraiment une volonté et un signe fort de la direction. C'est vraiment ça qu'il faut retenir. J'en retiens qu'une fois que les formations sont faites et une fois que la démarche est lancée, les entreprises deviennent autonomes. Et c'est vraiment ce que je recherchais. C'est-à-dire que j'avais fait un constat de dérive au niveau de mes accidents de travail, de mes arrêts de travail. Et j'en constate que toutes les formations, que ce soit pour le dirigeant, que ce soit pour l'APTR, que ce soit pour les APS, ça permet à l'entreprise de devenir vraiment indépendante, de pouvoir s'autocritiquer et de pouvoir s'améliorer en étant autonome. D'accord ? Donc, toutes ces formations ont fourni en fait des outils de travail. Vous avez parlé tout à l'heure d'une boîte à outils, mais c'est exactement le bon terme. Toute cette démarche est dorénavant structurée. C'est-à-dire que l'idée que j'en ai maintenant, j'aurais pu engager des actions seules en local, mais je pense qu'on ne serait certainement pas allé aussi loin que ce que ça nous a permis en ayant à chaque niveau eu des formations, eu des outils pour pouvoir structurer cette démarche. Ce que j'en retiens, et c'est vraiment ça, c'est que la démarche TMS Pro a structuré l'ensemble des actions, a structuré la façon de les imbriquer les uns avec les autres. Enfin, les actions les unes avec les autres. Voilà. C'est vraiment ça, c'est rendre l'entreprise autonome et vraiment dans une démarche d'amélioration continue. C'est structurer toutes ces actions-là. C'est vraiment ce que j'en retiens. Et finalement, pour le mot de la fin, qu'est-ce que vous pourriez dire à vos confrères dirigeants qui hésitent encore finalement à franchir le pas, le cap, pour vraiment s'inscrire dans la démarche? Alors, c'est une démarche qu'on ne va pas prendre à la légère pour moi. C'est quelque chose, encore une fois, qui est lourd et qui nécessite un investissement. Un investissement de la part de la direction, certes. Le choix de l'animateur, c'est vraiment un choix qui est capital parce qu'une bonne partie de la réussite va reposer sur ses épaules. Il faut vraiment que ce soit quelqu'un de compétent, quelqu'un de fédérateur, quelqu'un qui soit un petit peu multicasquette. Il faut qu'il puisse structurer, s'appuyer sur ses acteurs, il faut qu'il puisse avoir une démarche d'analyse également lui, et ça va permettre par contre d'avoir un lien avec tous les salariés, avec l'ensemble des salariés. Ça va permettre d'impliquer tout le monde. La direction, l'animateur, les acteurs, et dans les acteurs, on va avoir les différents salariés,
encore une fois, que ce soit des conducteurs, que ce soit des gens de quai, que ce soit des gens de l'atelier, enfin le garage, ou des sédentaires au niveau administratif, il va y avoir un lien, une communication avec l'ensemble de ces acteurs. Donc ça, c'est extrêmement intéressant parce que ça permet de fédérer les gens autour de différentes problématiques et surtout autour de leur quotidien. Ça, c'est important. Et vraiment, ce que j'en retiens, le mot de la fin, c'est que ça permet vraiment d'avoir une boîte à outils, de structurer l'ensemble de cette démarche d'amélioration continue. C'est vraiment ça le maître mot, structurer tout ça. Inversement, juste une petite parenthèse, ça me permet aussi de m'appuyer sur les différents outils qui ont été donnés, notamment sur les analyses de risque ou des analyses de cas bien concrets pour remonter des informations à ma direction, notamment sur ce qui va être dans le choix des options d'achat des camions. Ça va permettre également de remonter des informations concrètes sur l'immobilier. Il y a tel ou tel endroit où il faut faire des travaux, des investissements, etc. Et c'est bien parce que ça vient, enfin, cet outil permet d'appuyer la démarche et de l'illustrer de façon vraiment concrète. Donc ça va encore au-delà du site, ça peut remonter même jusqu'à la direction générale. Voilà, donc c'est vraiment global. Très bien. Eh ben, merci beaucoup, en tout cas, Bruno, pour ces échanges et ce partage d'expérience. Avec plaisir, en tout cas. Merci à vous. Merci beaucoup, c'était super enrichissant. Merci. Je sais pas, alors là, on rentre dans un temps d'échange. On va se donner le temps qu'il faut. J'avais dans l'idée qu'on reprenne vers 11 h. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas soit à les noter dans le fil de conversation, soit à lever la main, et puis on vous ouvrira le micro, et voilà. Donc, je vois, Nicolas, qu'on a déjà une question sur la conversation. Comment fait-on dans une entreprise de 10 à 15 salariés? Ce que je propose, alors je vais faire une première réponse de ce que moi j'ai vu. Il y a des entreprises, sur les petites entreprises où finalement on peut former le dirigeant, former des APS, et alors soit le dirigeant va faire office d'APTRL, soit il peut y avoir un APTRL externe qui peut intervenir. J'ai vu ce genre de disposition. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Après, à partir du moment où il y a de l'engagement de la part de la direction, en général, on arrive à trouver un moyen pour que ça fonctionne. Je ne sais pas si Patrick, tu voulais reprendre un peu la main dessus. Avec plaisir, oui, effectivement, sur des sociétés 10-15 salariés, le schéma formation dirigeant APTRL APS est un petit peu compliqué à mettre en œuvre. Du coup, l'évidence, c'est déjà l'engagement de la direction. Donc, la journée dirigeante doit être faite, le diagnostic, il faut le faire. Et à ce moment-là, on peut faire intervenir un intervenant extérieur. Moi, je sais que je peux le faire. Par exemple, pour accompagner, faire le diagnostic, mettre en route les projets, ça peut être fait. Par contre, là, le niveau APS, il faut vraiment former tous les salariés APS dans l'idée de leur donner les outils pour observer leur situation de travail, leur donner le vocabulaire qui leur permet de communiquer facilement et de leur faire comprendre qu'ils sont acteurs de cette prévention et donc de faire des propositions. Ça fonctionnera très bien si la direction est très ouverte, a envie de faire les choses, elle l'a prouvé à ses salariés. Et du coup, il va y avoir une vraie dynamique qui va se mettre en place dans l'entreprise avec une personne extérieure qui vient accompagner l'entreprise, le dirigeant et les acteurs pour s'assurer, pour les guider, pour voir s'ils prennent le bon chemin et refaire le diagnostic très régulièrement. Voilà. Donc, c'est faisable, aucun problème. En fait, à chaque taille d'entreprise, on peut décliner une organisation. Voilà. Petite entreprise, pas forcément d'animateur défini, un peu plus grand, un animateur, et puis après, des animateurs sur chaque établissement, s'il y a plusieurs établissements. Aucun problème là-dessus. Voilà. J'espère avoir répondu à la question. Ouais, merci Patrick. Oui, ce qu'il faut garder en tête, c'est effectivement moi, ce que je garde en tête, en fait, et ce qui m'aide bien au quotidien quand je vais voir les entreprises, c'est qui connaît le métier, qui connaît le risque. En général, c'est les gens qui y sont confrontés et qui prennent des décisions. Et à partir du moment où on arrive à trouver le chemin
de l'information et à organiser et structurer ce chemin de l'information, finalement, ça peut s'adapter à des petites ou à des grosses entreprises. Mais de garder en tête ça, qui est au fait des risques, en fait, et qui prend les décisions pour éviter ces risques-là. Et pour prendre les bonnes décisions, il faut avoir les bonnes informations, il faut que ces informations elles circulent dans les deux sens, en fait, la prise de décision et l'information du risque. Donc à partir de là, on met en place les bons acteurs. Donc le schéma qui était proposé avec dirigeants, APTRL et APS, il peut se moduler en fonction de la taille des entreprises. Il peut y avoir soit plusieurs étages si on a une grosse structure, soit au contraire on diminue les étages si on a des petites structures, quoi. Est-ce que vous avez d'autres personnes qui veulent intervenir à ce niveau-là? Oui, Patrick? Alors, juste une petite chose, parce que je suis en train de réfléchir à un petit quelque chose. Monsieur Salmon, durant son témoignage, a parlé de la démarche TMS Pro. Oui. TMS Pro, effectivement, quel lien démarche prévention transport routier logistique et TMS Pro? En fait, tout ça, c'est lié. C'est-à-dire que la démarche TMS Pro, c'est quelque chose qui va vraiment se focaliser. Il y a diagnostic, lettre d'engagement de la direction, formation des différents acteurs, mais vraiment axé prévention des TMS et des accidents du travail liés au TMS. On va basculer sur la démarche prévention de transport routier logistique. On retrouve la notion de maîtrise du risque TMS et on rajoute tout ce qui est propre au métier de la route, risque routier et puis aussi risque psychosocial avec l'interaction des conducteurs avec les conducteurs et tous les opérateurs qu'il va rencontrer. Voilà. Et on rajoute aussi la gestion de projet et le diagnostic. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette démarche transport routier logistique de prévention, on peut travailler sur TMS Pro aussi. On va aller un peu plus loin dans les outils qui seront fournis à l'entreprise. Voilà, tout simplement. Je voulais juste faire cette précision pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Ouais, voilà, merci. Tu as raison. Ouais. Alors, Isabelle, tu voulais intervenir pour acquérir les bases en prévention des risques professionnels? Effectivement, il peut y avoir ce... Oui, merci Nicolas. Je suis Isabelle Pinclaret, je suis une collègue de Nicolas à la CARSAT Rhône-Alpes et en charge d'un programme qui développe des outils spécifiquement pour les petites entreprises. Donc petites entreprises, on va dire jusqu'à 50 salariés. Et dans ce programme, alors c'est complémentaire, mais ça peut être une façon de mettre le pied à l'étrier. Il existe une formation base en prévention, comme son nom l'indique, qui donne des compétences de base en matière de prévention et qui est en fait délivrée par l'INRS en e-learning. Donc, ça peut être un début aussi bien pour le dirigeant que pour la personne la personne compétente en prévention, puisque vous savez que normalement, toutes les entreprises doivent avoir un salarié désigné compétent en prévention. Donc, ça peut être une première piste, une première marche avant d'aller vers des formations un petit peu plus développées en la matière. Et puis, le dernier point, et pour les petites entreprises, il y a aussi des aides financières, en fait, des subventions prévention pour les TPE. Et certaines, en lien avec TMS notamment, vous permettent d'avoir un financement pour vous aider à faire un diagnostic et ensuite un financement pour vous aider à mettre en place le plan d'action issu de ce diagnostic en particulier. Donc voilà, et pour les petites entreprises, je voulais juste rajouter ces 2 points. Une formation compétences de base en prévention et puis les subventions prévention TPE qui peuvent vous convenir pour les moins de 50. Super, merci Isabelle. Si vous n'avez pas d'autres questions à ce stade, ce que je vous propose, c'est de repartir dans la présentation. Donc, je vais repartager mon écran, hop, et je vais passer la main à Mathilde Delopco.
Oui, alors merci. Effectivement, vous venez de découvrir qu'il y avait des vraies possibilités de formation pour l'animateur et encore aussi pour les acteurs de la prévention des risques. Donc la question ensuite qui peut se poser, c'est comment je vais financer ces formations. Donc là, Opco Mobilité peut être une réponse, puisque effectivement, nous pouvons venir financer vos projets de développement des compétences de vos salariés sur le domaine de la prévention notamment. Donc, ça peut se faire au titre des fonds mutualisés de l'OPCO, c'est-à-dire sur le plan de développement des compétences. Donc ça, c'est le plan de développement des compétences, ce sont des budgets qui sont consacrés exclusivement aux entreprises de moins de 50 salariés. Mais pour les autres entreprises, et d'ailleurs aussi pour les moins de 50, il peut y avoir d'autres possibilités de financement, comme par exemple des cofinancements avec des fonds publics qu'on peut mobiliser de type FSE par exemple, ou aussi au titre des versements volontaires que vous pouvez nous confier, et notamment pour la branche transport et activités auxiliaires, donc au titre de votre investissement formation. Donc on vous invite vraiment pour ces questions de financement de ces formations à revenir vers votre conseiller ou le gestionnaire formation, donc vraiment pour vous orienter et pour découvrir la meilleure ingénierie financière qui pourrait venir financer vos formations prévention. Donc, on vous a mis le lien juste sur le PowerPoint avec où vous aurez les coordonnées de la délégation Auvergne-Rhône-Alpes pour envisager une prise en charge de ces formations. Du coup, je reprends. Merci Mathilde. Pour la suite de la présentation, là, on va vous présenter d'autres outils alors, qui viennent en complément de la démarche. Hein. Alors, la volonté, c'est pas de détailler les outils, donc on vous a mis des liens vers les dossiers et outils de l'INRS, vers les dossiers et les outils de la CARSAT, dans lesquels vous allez pouvoir retrouver des recommandations. Alors j'en cite une parce qu'elle est toute récente, la R512, qui apparaît des protocoles de sécurité et sur les zones de chargement, de déchargement. Donc je vous invite à aller en prendre connaissance. Elle est d'application à partir du 1er janvier 2023. Donc il reste 6 mois pour en prendre connaissance et puis voir un peu comment adapter les protocoles de sécurité. Il y a différents guides, des grilles, des outils tels que des grilles GPSST spécifiques au TRM, puis des fiches d'analyse d'accidents du travail. Alors ça, la fiche d'analyse d'accidents du travail spécifique au TRM, vous pouvez les retrouver sur le site de la CARSAT Rhône-Alpes. Pour les autres outils, je vais passer la main à l'AFT. Oui, merci. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Émilie Boulin, j'interviens pour tout ce qui est action de prévention au sein de l'AFT en proposant du coup des outils aux entreprises et puis en animant des temps d'échange inter-entreprises. Cette boîte à outils, en fait, elle est issue des différentes interventions qu'on a pu faire auprès d'entreprises ayant suivi le dispositif de formation dont on a parlé tout à l'heure. Et l'idée, c'était justement de se calquer un petit peu sur les outils BNRS en se disant, bah voilà, les entreprises font une auto-évaluation de leur pratique de prévention. Mais voilà, comment, après la formation ou pendant la formation, elles peuvent aller chercher des petites informations complémentaires. Donc, sur le lien qu'on vous a proposé, il y a donc des guides, des fiches pratiques, des sélections de documents de l'INRS, mais on fait aussi le lien vers les partenaires qui proposent ces formations, les financements possibles, et puis je vois il y avait des questions sur la CARSAT Prév tout à l'heure, il y a aussi des liens vers le dispositif Transportez-vous bien. Bon, l'idée, c'est qu'on propose une interface qui puisse vous rediriger, en tout cas au mieux, vers les informations dont vous auriez besoin. Donc, la GPSST qui a été présentée très rapidement par Nicolas juste avant, c'est quoi? C'est des thèmes sur les accidents du travail, le document unique, la gestion de la relation avec le client, les protocoles de sécurité, les projets de conception, d'achat de matériel, définir des indicateurs internes. C'est vrai que tout ce qui peut aujourd'hui vous questionner, vous pouvez retrouver de la documentation du coup sur le site de l'AFT. Slide suivante, s'il vous plaît, Nicolas.
Parmi donc, les outils que vous pouvez aussi retrouver sur notre plateforme, hein, mais aujourd'hui, vous avez une interlocutrice en région par la présence de Cécile Rougeol, hein, qui peut aussi vous apporter des informations sur ces outils. Il y a un dispositif qui a été renouvelé, qui existait déjà sur la prévention des conduites addictives et l'hygiène de vie, hein. Donc aujourd'hui, c'est une plateforme en ligne qui permet de mettre à disposition des salariés des motion design pour les sensibiliser justement à toutes les problématiques de consommation et d'hygiène de vie, sommeil et alimentation. Bien sûr, c'est complémentaire à des dispositifs, hein, de formation, de sensibilisation et d'action que proposent d'autres partenaires. Mais là, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a en plus un guide employeur qui permet un petit peu aussi, toujours dans l'objectif de se structurer, de reposer encore les questions de qui dans l'entreprise va porter ce projet, comment on le déploie, comment on s'assure que même si les salariés sont sensibilisés, on a quand même des mesures internes, je veux dire, par exemple, mettre à jour le règlement intérieur, comme quoi vous avez pris la disposition de faire des tests dans l'entreprise. Voilà, il peut y avoir plein d'éléments comme ça qui nécessitent de la structuration. Donc cet outil-là, aujourd'hui, si vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas, hein, Cécile Rougeol peut vous présenter le dispositif, et moi aussi, bien sûr. On a, parmi les derniers outils sortis, notamment en juin 2022, une action qui était donc pilotée par le ministère du Travail et les organisations professionnelles et syndicales. C'est des outils qui sont donc destinés aux entreprises, hein, et aux RH qui gèrent aujourd'hui des projets de recrutement, de maintien d'emploi ou de reclassement de salariés soit en difficulté ou en situation de handicap, voire reconnus travailleurs handicapés. Ces outils sont complémentaires à d'autres dispositifs existants, mais on les voulait assez opérationnels pour que ça fasse un peu office de to-do list, hein, quand on prend en charge ce type de projet. Savoir effectivement qui sont les acteurs, ou en tout cas les accompagnements qui peuvent être mobilisés pour mener un projet. On me pose encore des fois la question de oui, quelle est la différence entre la CARSAT et l'AGEFIP ou Cap Emploi? Voilà, aujourd'hui, le Cap Emploi et l'AGEFIP sont vos partenaires privilégiés pour mener des projets de recrutement, de maintien. Et puis, il y a des fiches un petit peu plus pratiques sur tiens, j'ai un salarié qui a des restrictions médicales pour des manutentions manuelles ou je ne sais pas, il a des problèmes d'audition, des problèmes de vue, parce que c'est un exploitant, par exemple, qui était sur poste informatique. Sachez que ces fiches-là ont pour objectif de vous donner des illustrations de types d'adaptation possibles. Alors, chaque cas est différent, mais avec l'appui d'un médecin du travail, vous pouvez utiliser ces outils pour vous guider dans vos projets. Voilà. On a différentes actions proposées aux entreprises en partenariat avec tous les membres présents aujourd'hui autour de la table. Mais l'idée, c'est effectivement, comme on le fait aujourd'hui, de proposer des temps d'échange avec les entreprises pour aller sur les différentes thématiques dont on a pu parler. C'est vrai que peut-être que vous seriez intéressé de revenir de manière plus pointue sur la formation, sur le financement ou sur les outils qui sont proposés par la CARSAT. Parmi les différents outils que vous retrouverez aussi sur le site de l'AFT, il y a peut-être certaines thématiques qui vous interpellent en disant tiens, je ne sais rien, le document unique. Là, il faut vraiment qu'on s'y mette. Donc, l'idée, c'est de vous faire passer un questionnaire qui pourrait justement vous permettre de remonter vos besoins et de pouvoir justement être contacté dans le cadre de l'animation de ces temps d'échange inter-entreprises. On partirait effectivement sur des propositions peut-être semestrielles. Je pense que ça dépend vraiment aussi des attentes des entreprises, de votre possibilité aussi de vous déplacer physiquement ou pas, ou de rester en visio. Il y a plein de modalités différentes. On l'a expérimenté dans d'autres régions, hein, et ça fonctionne plutôt bien avec soit en présentiel, soit en distanciel. Des thématiques qui sont très très variées. Donc le questionnaire qu'on pourrait vous transmettre, voilà, nous on vous invite à le compléter et à nous le remettre si vous êtes intéressé sur différents échanges.
Par exemple, ce qu'on a pu faire, c'est un webinaire sur les chutes de cabine pour expliquer comment on peut agir sur cette problématique. Faire intervenir aussi, par exemple, des constructeurs poids lourds qui présentent les options de sécurité sur leur véhicule. Voilà, il y a plein de possibilités et l'idée, c'est vraiment de coller aussi avec vos attentes, vous, entreprise, vos besoins, parce que on le voit aujourd'hui, mettre en place des dispositifs de formation, mettre en place des structurations dans votre organisation, ça peut être effectivement un parcours plus ou moins complexe avec un engagement plus ou moins simple des acteurs dans l'entreprise. Les RH souvent nous disent, voilà, moi j'ai besoin d'être guidée, j'ai besoin d'être aidée, j'ai besoin de poser des questions. Donc les dirigeants aussi, bien sûr, hein, mais voilà, l'idée c'est vraiment d'aller sur des problématiques très concrètes de votre quotidien. Merci Émilie. Du coup, je repasse la main à Mathilde. Oui, et du coup, je continue dans la même idée, hein, d'être justement guidée dans votre démarche de prévention. Et puis sur un autre outil que peut proposer Opcomobilité, donc c'est l'outil M-Diagnostic, M-Accompagnement, qui va en préambule, j'allais dire, pouvoir être initié via le M-Autodiag. Donc M-Autodiag, c'est un autodiagnostic que vous pouvez réaliser en autonomie directement sur notre site internet, opcomobilité.fr, où vous pourrez réaliser un pré-état des lieux, j'allais dire, RH, compétences et également prévention. Donc ça, c'est vraiment un thème qui est très abordé dans nos outils d'accompagnement et de diagnostic. Donc à l'issue de cet autodiagnostic qui peut vous accompagner à initier votre démarche, on va pouvoir engager éventuellement un diagnostic RH compétences prévention, ou que prévention d'ailleurs, et ensuite un accompagnement RH compétences et prévention. Donc là, dans ce cadre de diagnostic et d'accompagnement, l'OPCO mobilise des consultants experts, donc des consultants que nous avons référencés via des appels à projets, qui ont vraiment une expertise très particulière sur la prévention. Si on peut passer juste à l'autre, merci. Donc, ça se passe donc en 2 étapes. On va d'abord avoir l'étape M-Diagnostic, où donc là, le consultant expert, donc mandaté par Opcomobilité, va réaliser une analyse des forces et des difficultés de votre entreprise. Ensuite, il va pouvoir définir des actions, éventuellement définir des outils pour améliorer le fonctionnement de vos équipes. Et puis, de là va découler un plan d'action opérationnel pour mener à bien vos projets. Si ce plan d'action vous convient et en plus il sera co-construit avec le consultant et vous-même, on va pouvoir passer sur l'étape d'accompagnement. Donc c'est l'outil M-Accompagnement, donc toujours avec l'accompagnement de l'expert, du consultant mobilisé par Opcomobilité. Vous allez rentrer dans une phase d'accompagnement pour mettre en œuvre les préconisations et les actions qui seront issues du diagnostic. Donc ça va permettre d'identifier vraiment vos ressources en interne sur la prévention, d'adapter vos outils et votre organisation et de communiquer donc autant en interne qu'en externe. Et en tout cas, ce M-Diagnostic et ce M-Accompagnement, ça peut vraiment venir en parallèle d'une démarche de formation de vos animateurs ou de vos acteurs prévention. C'est vraiment pas incompatible et c'est vraiment même à mettre, j'allais dire, pour que ce soit vraiment le cercle vertueux, ça peut venir en amont des formations comme ça peut venir en parallèle. Pour vous montrer quelques exemples d'axes sur lesquels ces consultants peuvent intervenir, donc on vous a listé sur la slide suivante quelques axes possibles sur la thématique de la prévention. Donc ça va être par exemple l'évaluation et l'accompagnement des pratiques managériales de prévention des risques professionnels. Ça peut être également l'accompagnement de l'analyse des accidents du travail et des maladies professionnelles. Donc on retrouve vraiment les thématiques qu'on a abordées depuis le début de la présentation. Ça peut être aussi vous accompagner à la mise en place et à l'animation de la politique de prévention des risques. Ça peut être la réalisation et la mise à jour, s'il est déjà fait, du document unique. Et puis, ça peut être l'accompagnement de votre entreprise dans l'élaboration vraiment de votre plan d'action prévention.
Donc, si jamais vous êtes intéressé par ce diagnostic et cet accompagnement par un expert prévention, un consultant externe, vous n'hésitez pas, vous prenez vraiment contact avec Opco Mobilité et on saura vous dire si voilà, vous êtes éligible, comment on peut mettre en place toutes ces étapes pour vous accompagner au mieux. Merci beaucoup. Merci Mathilde. Merci. Donc là, on arrive à la fin formelle, on va dire, de la présentation et on ouvre un temps d'échange. Donc ce que je vous propose, comme tout à l'heure, c'est soit de lever la main, soit d'interagir directement dans la conversation. Voilà. Donc libre à vous de vous lancer. Nicolas, il y a une question dans le chat un peu plus haut. Ah. Où est la place de Carcet Prev, qui est l'acteur paritaire, c'est ça, Patrick? La question que tu évoques ou Oui, c'est celle-ci. C'est celle-ci, ouais. Ouais. Alors du coup, j'avais cru que Émilie y avait répondu. Je ne sais pas si Émilie, tu veux y répondre à cette question, comme tu l'avais évoqué un peu. C'est toujours délicat de répondre à la place de la CARCEPREV elle-même, mais aujourd'hui, c'est vrai que il y a des dispositifs qui sont proposés aux entreprises qui sont cotisantes auprès de la CARCEPREV. Souvent, les entreprises ne savent pas qu'elles peuvent bénéficier de ces accompagnements et de ces dispositifs qui sont gratuits pour leurs adhérents. Je pense notamment dans le cadre de l'action qui est menée avec l'AFTRAL sur le dispositif Transportez-vous bien. Il y a effectivement des actions de formation et de sensibilisation individuelle des salariés pour justement améliorer la santé au travail, que ce soit sur l'hygiène de vie, les conduites addictives. On est sur des dispositifs complémentaires qui sont de l'ordre de la sensibilisation des salariés et de la prise en charge individuelle des salariés pour leur santé. Je laisse Patrick parler parce qu'il connaît bien le dispositif. Et je vais rebondir là-dessus puisque tu as lancé le truc sur l'AFTRAL. Effectivement, pour être un peu plus factuel, c'est vraiment concret. Dans le cadre de la formation APTR, APS, FCO ou des stages vraiment dédiés aux conducteurs, je sais qu'à l'AFTRAL, on a des modules en e-learning qui viennent se greffer à ces stages. Et les salariés qui réalisent ce module complet plus la formation complémentaire scannent l'attestation de participation à la FCO, par exemple, ou à PTR ou APS. Ils la scannent, ils la déposent sur leur compte solidarité. Et ce compte solidarité va être crédité de quelques points. Voilà, ça c'est du concret, mais c'est de l'information pour les conducteurs sur l'hygiène de vie, la dictologie et les gestes et postures. Voilà. Et c'est dans le cadre de Transportez-vous bien. Voilà, j'espère qu'on a répondu à la question pour faire le lien avec la prévention et on peut l'intégrer à la prévention, tout ce dont on est en train de parler, ça peut faire partie d'un projet d'échange avec les conducteurs pour une prise de conscience, bien sûr. Voilà. Merci Patrick. Du coup, donc, je vois pas de questions qui apparaissent, pas de main levée. Du coup, pour compléter, peut-être, est-ce qu'il y aurait des sujets que vous auriez envie de réaborder, chers partenaires, sur lesquels on est peut-être passé un peu vite, dû au timing qu'on s'était donné? Moi, je peux reprendre la main si vous voulez. Ok. Là-dessus, je ne sais pas, pour parler vraiment, pour reprendre un petit peu tout ce qui est dit, si vous remarquez, tous les acteurs qui sont là, qui participent à ce webinaire, on est vraiment dans l'idée de donner des outils, que ce soit financiers, que ce soit compétences, pour accompagner au mieux les entreprises. Pourquoi? Parce qu'effectivement, moi, quand j'ai commencé tout petit formateur, avec formation geste et posture, PRAP, etc., et quand je suis arrivé à ce niveau de compétence consultant pour mettre en place la démarche prévention sous couvert de l'INRS, je me suis rendu compte que les gens que je rencontre, c'est très vaste la prévention, on peut le prendre par plein de côtés, la petite porte, la grande porte, on a des grandes idées, etc. Et comment on finance, parce qu'il y a du temps à y passer, il y a de la formation à apporter, il y a des compétences à apporter. Et en fait, sous couvert de cette démarche,
la porte d'entrée, c'est la lettre d'engagement, mais pour comprendre à quoi ça va servir, il faut faire la formation, et comment on finance, etc. Il y a tout ça qui est pris en compte. Et vraiment, c'est un outil, et j'utilise bien le terme outil, pour définir tout ça. On a présenté beaucoup d'outils sur la fin, tout le monde a présenté les outils qui existent, et c'est très très bien, ils sont nombreux. Il faut juste définir, est-ce qu'ils sont bien utiles, adaptés, est-ce qu'ils vont m'aider à améliorer ce qui existe. Et là, il y a besoin d'un accompagnement, il y a besoin d'une vraie réflexion, et c'est là-dessus qu'on va utiliser, je pense, le diagnostic santé et sécurité, qui peut être un bon outil. Peut-être est-ce que c'est l'autodiagnostic comobilité, est-ce que ce sont des outils présentés par l'AFT? Quoi qu'il en soit, il y a un moment, il faut se poser et réfléchir à comment on va travailler là-dessus, et il ne faut pas se lancer dans des projets sans avoir fait le diagnostic au préalable, et ensuite avoir mis en avant sa volonté auprès de ses salariés, vraiment de prouver qu'on a envie d'aller de l'avant. C'est vraiment l'étape indispensable, et le témoignage de M. Salmon l'a bien montré. Vraiment, on s'engage dans quelque chose qui prend du temps, mais qui donne l'opportunité aux salariés de participer. Et grâce à ça, grâce à la participation des salariés, vous créez une dynamique positive dans l'entreprise qui fait que les salariés se sentent impliqués dans la vie de l'entreprise, et ils se sentent valorisés. Alors, je ne dis pas que c'est une science exacte, c'est très joli d'en parler comme ça. Au quotidien, c'est du suivi, c'est de l'échange, c'est de la discussion, et tous ces échanges, ces discussions, ces réunions, ces travaux sur des projets vont créer cette dynamique qui reprend un peu le principe de la route de Ming, hein. On va toujours vers quelque chose de mieux. Et quand on parle de prévention, ça commence aujourd'hui et on ne sait jamais quand ça s'arrête. Voilà, c'est toujours l'infini vers quelque chose de mieux. Voilà. Je voulais juste rajouter ces petites choses, parce que c'est quelque chose d'important de parler de prévention en entreprise, et d'avoir, de ne pas se rater au départ, quoi. C'est surtout ça. Voilà, merci. Super, merci beaucoup Patrick. Je trouve que c'est une belle conclusion. Je ne sais pas si quelqu'un veut rajouter quelque chose. Voilà, en tout cas, pas de réaction. Oui. Je peux compléter. C'est vrai qu'on a beaucoup d'entreprises, malheureusement, qui vont s'intéresser à la prévention parce qu'ils sont, on l'a dit, ciblés dans des dispositifs TMS Pro, parce qu'ils ont eu des accidents graves, parce que malheureusement, des fois, c'est au pied du mur hein, qu'on décide, qu'on est obligé de s'y mettre. Et on voit que globalement, en partant de quelque chose de concret qui est un accident, et en reprenant avec l'accompagnement des partenaires et des prestataires le fil hein, de ces accidents, souvent je pense pour des plus petites entreprises hein, qui ne vont pas forcément être à l'aise avec la notion de management de la prévention. On a pu avoir des choses très simples hein, qui se sont mises en place suite à un accident. Et de créer des échanges avec un conducteur référent de la démarche ou un conducteur expérimenté qui a pu amener sa contribution. On a pu faire des choses des fois à moindre échelle et à court terme. Voilà. Après, effectivement, ce projet global, il peut s'instaurer dans le long terme, mais à court terme, on arrive aussi des fois à être dans l'analyse d'un accident et à pouvoir se dire c'est difficile de mettre en place des outils, on est dans la culture de l'oral. Rien que sur des temps d'échange le vendredi soir, on a des dirigeants de TPE qui ont dit même si moi je n'ai pas des outils que je fais remplir à mes salariés, quand j'échange avec eux le vendredi soir pour débriefer de la semaine, je suis davantage sensibilisée sur des petites choses qui vont me dire problème avec un client, problème avec une marchandise, risque d'accident, et je vais davantage tirer le fil de ces petites informations qui auparavant passaient à la trappe parce que on montrait une photo, tiens, regarde, ça c'est l'entreprise concurrente, là, ils viennent de s'enfoncer dans le fossé, le camion est en vrac. Finalement, ça aurait pu être nous. Donc aujourd'hui, on fait davantage attention à ces petits éléments d'alerte et on est plus vigilant. Donc des fois, c'est aussi ça la prévention, quoi. Ouais, c'est vrai, tu as raison. Enfin, faut bien que la prévention, elle démarre de quelque chose, en fait. Et si on la voit comme une montagne, en fait,
on met jamais le pied dedans pour commencer à la gravir. Si on la voit par un prisme qui nous est abordable, donc du coup, c'est soit par les outils dont a parlé Patrick, quelle que soit l'origine des outils, hein, mais les outils vont avoir pour vertu de nous donner une première marche à monter, en fait. Ça va nous donner une priorisation dans nos actions. Et effectivement, si ça part d'un premier accident, ça nous ouvre un peu l'esprit à ça, puis on tire le fil, comme tu le dis, Émilie, et on met le pied dedans, et puis on commence à avancer, quoi. Et au fur et à mesure, en fait, ce qui est important aussi sur le chemin, c'est quand même de se retourner de temps en temps pour voir ce qu'on a réussi à monter. Parce que si on regarde toujours en face, la montagne qui est très grosse à gravir, elle est toujours à gravir, en fait, comme tu l'as dit, Patrick. Et il y aura toujours quelque chose à faire en prévention. Mais ce qui est important, c'est de cheminer sur ce trajet et de commencer, en tout cas, à mettre les pieds dedans. Mais j'imagine que si vous êtes là autour de ce webinaire, c'est que vous y avez un intérêt. Donc voilà. Il est presque 11h30. Donc, j'étais garant du temps. On y arrive. Je ne sais pas si... il n'y a toujours pas de réaction. Bon, c'est que tout était très clair, ou alors au contraire, pas suffisamment. J'espère que ça vous a plu, ce webinaire. Ok, merci. Et puis voilà. Ok, on va par la suite vous envoyer le support de présentation avec le questionnaire dont a parlé Émilie. Et puis voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Nous, les partenaires, on reste un peu pour pouvoir continuer à discuter entre nous. Et puis voilà, à tous les invités, je vous souhaite une très bonne journée. Au plaisir de vous rencontrer. Merci à vous. Bonne journée Merci à tous. Merci. Bonne journée.